Colonne, entablement, fronton, bis repetita. Langage hérité des Grecs, adopté par les Romains et redécouvert par les Italiens, le classicisme est une éternelle variation sur le même thème. Colonne, entablement, fronton, bis repetita. Depuis la Renaissance, le langage classique de l'architecture orne les palais des pouvoirs temporels et spirituels. Mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, la société n'est plus vraiment celle des traditions séculaires. C'est le temps de la bourgeoisie, du progrès et du capitalisme, celui de l'industrie, de la locomotive et de la vitesse. La société change rapidement, trop rapidement, et prend de court tous ceux qui se réclament du temps long et de la tradition, et parmi eux, les architectes. Les grands ouvrages d'art que l'on doit à la construction en fer, les ponts, les gares, les verrières, impressionnent les badauds mais inspirent la crainte auprès des architectes les plus réactionnaires. Doivent-ils craindre que le fer, ce matériau léger et économe mais prosaïque, remplace l'art noble de la construction en pierre ? Se pourrait-il que les ingénieurs, ces scientifiques pragmatiques dénués de sens artistique, puissent leur voler leur commande, leur travail ? Les architectes progressistes sont au contraire enthousiastes face au progrès technique et jouent les prophètes. Très bientôt, une architecture nouvelle émergera et rompra le cycle sclérosé de l'imitation des formes du passé. Et elle viendra pour sûr de l'emploi rationnel des nouveaux matériaux combinés au savoir-faire des maîtres bâtisseurs. Ainsi, l'excellence de l'art et les prouesses de la technique fusionneront dans une synthèse nouvelle et harmonieuse. L'affaire était convenue et il ne restait plus qu'à l'inventer, cette architecture des temps modernes. Seulement voilà, en 1850, cela faisait 70 ans déjà qu'on avait érigé le premier pont en fer, et presque 50 ans que les Jean Foutre et les Jean Probe croisaient le vent fripon sur le pont des Arts, et cette synthèse promise des arts et de l'industrie se faisait toujours attendre. Cette vidéo est la deuxième de la série sur la révolution industrielle, cette période de mutation pendant laquelle l'architecture va connaître des transformations brutales, de même que le reste de la société. J'en ai posé tranquillement le contexte dans la première vidéo. Mais pour le dire simplement, voilà ce à quoi est confronté tout architecte du milieu du 19e siècle. La sensation que tout change rapidement autour de soi, l'ordre social, la technique, le rapport au temps. Oui, parce que quand vous bossez des années, voire des décennies sur le même palais en pierre de taille, comme tout architecte bâtisseur depuis 2000 ans, et qu'à côté des gars se mettent à monter des halles de gare de 30 mètres par 200 en 3 semaines, vous conviendrez que c'est un petit peu perturbant. L'innovation, cette course aux moyens techniques pour produire plus et ou mieux et ou plus rapidement, eh bien c'est un phénomène complètement nouveau. Elle fait émerger le métier d'ingénieur du bâtiment, s'autonomisant de plus en plus du métier d'architecte, qui lui reste accroché à la tradition. Face à la marche inarrêtable de la technique, ces derniers sont divisés, mais pas intellectuellement démunis. Ce sont dans les débats théoriques que les dissensions vont se cristalliser. Et c'est principalement en France que cette crise idéologique fait rage. La réalité est plus subtile que ça, mais pour grossir le trait, on peut tout de même dégager 3 tendances, 3 courants de pensée qui se disputent le devenir de l'architecture ainsi que son enseignement. Les académiciens de l'école des beaux-arts sont sans surprise les gardiens du temple, les conservateurs. Ils luttent pour la sauvegarde de la tradition classique, contre l'éparpillement stylistique. Les rationalistes sont leurs opposants. Ils estiment que l'expression architecturale découle des principes constructifs. C'est pourquoi ils revendiquent le retour en grâce de l'architecture gothique, car elle est selon eux plus rationnelle que l'architecture classique, jugée pastiche et surannée. Et les éclectiques sont les plus libéraux. Ils considèrent qu'il faut piocher le meilleur des formes anciennes et les mélanger avec les apports technologiques récents pour produire de nouvelles formes architecturales. Éclectiques libéraux, rationalistes néo-gothiques, académiciens classicistes, chaque courant de pensée propose des tentatives de synthèse entre leur style de prédilection et la technique moderne. Et si j'ai bien fait mon boulot, après en avoir donné quelques exemples, vous devriez sentir que le jugement esthétique est en vérité une question très périphérique dans les débats stylistiques. Les dimensions politiques, idéologiques et, c'est ce qu'on va voir, techniques, sont tout à fait centrales. Les académiciens
ont bien saisi la nécessité de faire la synthèse entre tradition et modernité. Le néoclassique Carl Friedrich Schinkel affirme « Si l'on pouvait préserver le principe spirituel de l'architecture grecque et l'accorder aux conditions de notre propre époque, on pourrait alors trouver la réponse la plus parfaite. » Mais les classicistes ne font pas d'excès de zèle, comme en témoigne le Palais des études de l'École des Beaux-Arts de Paris. Félix Duban, l'architecte, construit un palais à court d'inspiration Renaissance italienne, pour y loger les moulages des chefs-d'œuvre de l'Antiquité, collection de sculptures et de fragments d'architecture dédiés à l'étude. L'excursion dans la modernité ne consistera qu'à l'ajout dans la cour d'une élégante couverture métallique vitrée. Mais la voûte de fer est simplement ajoutée au palais de pierre. Les deux fonctionnent de manière autonome. En somme, la culture académique ne peut pas vraiment faire la synthèse de l'architecture et de la technique. Pourquoi ? Parce que le système classique, les ordres, tout ça, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez de quoi je parle, eh bien, il est complet et fini. Il est difficile d'y incorporer de l'innovation sans le dénaturer complètement. Les rationalistes néo-gothiques, moins conservateurs, sont mieux partis pour parvenir à cette synthèse. Eugène Viollet-le-Duc est leur chef de file. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, cet immense théoricien de l'architecture médiévale est le restaurateur de nombre de grands monuments français. À toi, Notre-Dame, cœur battant de France. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que rien que n'est notre inchangé histoire ne s'arrête et jamais. que ce que l'on peut croire le plus immuable peut être menacé. Et que nous C'est aurons une leçon. toujours des épreuves. Mais qu'est-ce à dire au juste qu'être rationaliste en architecture ? Eh bien, tout comme le rationalisme en science, elle peut être définie comme la quête de la vérité par les principes de la logique. Viollet-le-Duc écrit « En architecture, il y a deux façons nécessaires d'être vrai. Il faut être vrai selon le programme, vrai selon les procédés de construction. Être vrai selon le programme, c'est remplir exactement, scrupuleusement les conditions imposées par un besoin. Être vrai selon les procédés de construction, c'est employer les matériaux suivant leur qualité et leurs propriétés. Et comme le système de la voûte se prête particulièrement bien au métal, voilà pourquoi Viollet-le-Duc cherche à extraire les principes de l'architecture gothique pour les réinterpréter avec ce nouveau matériau plus performant. Ces recherches sont retranscrites dans ses nombreux écrits et dessins, en des combinaisons de charpentes métalliques associées à la voûte de briques qui manquent certainement d'évidence et d'abstraction. Ces concepts théoriques ont eu une grande influence, mais lui-même n'est pas vraiment parvenu à leur faire prendre forme. Un de ses élèves, Louis-Auguste Boileau, fera des tentatives de synthèse du gothique et du métal, par des réalisations qui sont pour le coup des transpositions très littérales. J'en veux pour preuve ces églises comme Saint-Eugène à Paris, qui sont genre littéralement des églises gothiques construites en ossature métallique et enveloppe de pierre. Mais l'élève n'aura pas dépassé le maître. Viollet-le-Duc accuse Boileau de faire mentir l'architecture, car il singe le style du passé par l'emploi des matériaux modernes. Alors c'est sûr que c'est curieux, des églises gothiques en fer. Mais l'objectif là, ça n'est pas de remplacer d'anciens matériaux par de nouveaux, non. On cherche à s'inspirer du passé pour trouver les formes qui permettront d'exploiter le matériau moderne à sa juste qualité. Il était évident pour les deux rationalistes que si les formes gothiques étaient le point de départ de la réflexion, en changeant les matériaux, on allait changer les formes. Boileau, qui cherchait pourtant à développer un style inédit né du métal en théorie, s'est manifestement pris les pieds dans le tapis de la pratique. Quant aux éclectiques, leur posture consiste surtout à ne pas s'enfermer dans des positions idéologiques trop fermes et de piocher telle typologie, tel ornement ou tel principe constructif selon ce qui va bien. L'église Saint-Augustin à Paris de Victor Baltard est probablement l'exemple le plus audacieux de ce curieux mélange des genres. La nef, avec ses arcs en plein cintre, est romane, le chœur est byzantin, au-dessus la coupole est baroque, et on retrouve des citations renaissantes et antiques un peu partout dans l'ornementation. Mais surtout, l'ossature de l'église est en métal apparent, ce qui permet de se passer des traditionnels contreforts et d'élargir la nef et le chœur. C'est une véritable curiosité architecturale, témoin de l'inventivité de son époque. Mais on va pas se mentir, l'église de Baltard fait un peu bric-à-brac confus et difforme. Cet hybride mi-historiciste, mi-techniciste tient plus de la chimère que de la synthèse.
Comme quoi finalement, cette synthèse nouvelle et harmonieuse des arts et de l'industrie, c'était plus facile à dire qu'à faire. Il fallait bien le talent d'un loup plein de fougue et d'audace. Ce n'était pas un jeune loup, c'était un loup, disons, d'âge moyen, mais il avait les crocs, ça c'est sûr, et pour cause. Henri Labrouste était l'un des étudiants en architecture les plus talentueux de sa génération. Il remporta le prix de Rome en 1824, une très prestigieuse bourse d'études décernée par l'école des Beaux-Arts, qui l'envoya 5 ans en Italie étudier les vestiges grecs et romains. Mais Labrouste était team rationaliste, et ses études archéologiques ne furent pas dénuées de volonté de bousculer l'ordre établi et de désacraliser l'art antique. Par exemple, il fut l'un des premiers à supposer que les temples grecs n'étaient pas de marbre blanc immaculé, mais en réalité peints de couleur bariolée. Malgré la grande rigueur de son travail d'investigation et son immense talent de dessinateur, ces hypothèses iconoclastes déclenchèrent l'ire de l'Académie. Résultat, il fut boudé de la commande publique pendant 15 ans. Quand en 1843 on lui confie enfin la commande d'une bibliothèque, c'est un homme qui a bien rongé son frein et qui est bien décidé à prouver sa valeur. La bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris est un édifice exceptionnel, pour un programme non moins exceptionnel. Elle est située au cœur du quartier latin, aux côtés du très néoclassique Panthéon, nécropole des illustres, située à moins de 200 mètres des lycées Louis-le-Grand et Henri IV, de l'université Paris-Sorbonne et du Collège de France. Elle est la première bibliothèque en France qui ne soit pas l'annexe d'un palais, d'une école ou d'un monastère. Elle naît de la politique de la monarchie de Juillet qui abandonne l'érudition nobiliaire au profit de l'instruction bourgeoise. C'est donc la toute première bibliothèque publique, ouverte à tous. D'extérieur, l'édifice interroge. Il se présente comme un imposant quadrilatère de 85 mètres de long pour 21 mètres de large, mais on devine qu'il s'agit plutôt de 2 volumes superposés l'un sur l'autre. Celui du bas est percé de fenêtres étroites, tandis que celui du haut est ouvert de larges baies, ce qui nous renseigne sur leurs fonctions respectives. À bien y regarder, la façade principale est plutôt curieuse, vous ne trouvez pas ? Le vocabulaire architectural est classique, pas de doute là-dessus. Pourtant, il semble étrangement dépouillé, ce qui est très inhabituel pour l'époque. Pas de fronton, pas de colonnes, peu d'ornements, un rythme régulier et invariant de pilastres minimalistes surmontés d'arches. Au centre, ce qu'on devine être le portique d'entrée ne présente aucune monumentalité d'inspiration antique comme c'est l'usage. C'est une arche dans sa plus simple expression. En somme, la façade est tellement sobre et répétitive qu'elle semble être une abstraction de composition classique. 2 anomalies perturbent le minimalisme de la façade cependant. Cette longue liste de noms d'illustres auteurs qui font face aux défunts panthéonisés. Et puis ces médaillons étranges tout en haut, entre les arches, qui ressemblent à des obus en fonte. Bon entrons par le portique d'entrée. La première chose qui frappe en pénétrant dans ce vestibule, ce sont ces rangées de colonnes à section carrée, surmontées de poutrelles en fonte peintes en vert. Leur ressemblance avec les ponts en fonte de l'époque est plutôt frappante. Ça a l'air anecdotique dit comme ça, mais en réalité, elle exprime toute la vision constructive de Labrouste. Elle nous indique que, tout comme les ponts à voûte s'appuyant sur des piles, ces poutrelles transmettent les efforts vers les murs extérieurs. Bon, le vestibule centré coupe le bâtiment en 2 parties qui accueillent l'archivage des livres anciens. C'est le premier programme de bibliothèque où le stockage des livres précieux est séparé de la salle de lecture. On doit aux fenêtres étroites en façade la pénombre propice à la conservation des ouvrages. Au fond du vestibule, qui traverse en largeur tout le bâtiment, la lumière provenant des escaliers nous invite à les emprunter pour trouver la connaissance. On se rend compte quand on y est que cette grande cage d'escalier lumineuse est un volume distinct, accolé aux 2 autres. Ainsi, chaque fonction est séparée, les escaliers ne venant pas empiéter sur les espaces de la bibliothèque. Montons les escaliers, après vous ? On accède enfin à la salle de lecture, qui étonne autant qu'elle stupéfie. C'est un grand volume ouvert, entièrement dédié aux livres et à l'étude. Cette majestueuse salle de lecture est baignée de lumière grâce à ses fenêtres généreuses disposées en hauteur. Elle est couverte de 2 voûtes en berceau de plein cintre, soutenues par des arcs de décharge en fonte dentelée. Assises sur leur base en maçonnerie, une rangée centrale de fines colonnes en fonte s'élève pour supporter les 2 travées.
La structure aérienne génère un espace totalement ouvert qu'aucun obstacle visuel ne vient perturber. Cet emploi du fer, ce matériau jugé prosaïque pour un programme noble, la bibliothèque c'est le sanctuaire de la connaissance après tout, choque les contemporains de Labrouste. Mais il permet de gagner en finesse, en économie et en temps de mise en œuvre par rapport à la pierre. Et surtout, on pense à l'époque que, comme le fer c'est incombustible, il est tout indiqué pour les programmes sensibles au risque d'incendie, comme les bibliothèques par exemple. En vrai, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une fausse bonne idée, mais c'est un sujet qu'on traitera une autre fois. Pour concevoir la structure du bâtiment, le système médiéval est effectivement venu prêter main forte à Henri Labrouste. Certes, les voûtes en berceau ne sont pas sans rappeler les nefs des églises romanes, mais la salle de lecture doit certainement son inspiration à l'ancien réfectoire du prieuré Saint-Martin-des-Champs, édifié 6 siècles auparavant de l'autre côté de la Seine. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique est tout autant audacieux. Ces colonnes de pierre à la minceur extrême me donnent personnellement le vertige. En tout cas, le réfectoire apporte la solution constructive pour la salle de lecture. Dans l'architecture gothique, des contreforts viennent contenir la poussée des voûtes en façade. Pour Sainte-Geneviève, Labrouste rentre ces contreforts à l'intérieur de l'enveloppe de pierre pour contenir la poussée des arcs de décharge en fonte. Puis il ancre les arcs dans la maçonnerie à l'aide de tirants métalliques qui sont boulonnés de l'autre côté du mur. Et oui, c'est ça les fameux médaillons en fonte qu'on retrouve en façade. Ce sont ni plus ni moins que des boulons. L'architecte intercale entre les contreforts les armoires de livres. Et vous aurez deviné que les noms inscrits en façade correspondent à leur emplacement de l'autre côté du mur. Une enveloppe de pierre, un squelette de fer, un système constructif lisible à l'intérieur, exprimé en façade. 3 volumes distincts, un pour la conservation, un pour la lecture, un pour la circulation. Une architecture classique dans son enveloppe, gothique dans sa structure, moderne dans sa technique. Voilà comment Henri Labrouste va réussir la synthèse nouvelle et harmonieuse de la tradition et de la technique dans sa bibliothèque Sainte-Geneviève, inaugurée en 1851. Je me permets de vous relire comment Eugène Viollet-le-Duc définit la quête de l'architecture rationaliste. En architecture, il y a 2 façons nécessaires d'être vrai. Il faut être vrai selon le programme, vrai selon les procédés de construction. Être vrai selon le programme, c'est remplir exactement, scrupuleusement les conditions imposées par un besoin. Être vrai selon les procédés de construction, c'est employer les matériaux suivant leur qualité et leurs propriétés. Henri Labrouste, le libre penseur, gagne le respect de ses pairs et lave son honneur. Auréolé de son succès, on lui confie la salle de travail de la Bibliothèque impériale inaugurée en 1868, non moins spectaculaire et raffinée. Comme le système de la voûte gothique pour la bibliothèque Sainte-Geneviève, il réinterprète le système de la coupole byzantine dans cette salle qui abrite désormais les collections de l'Institut national d'histoire de l'art. Il y aurait encore 1000 choses à dire sur Sainte-Geneviève, sur la bibliothèque impériale ainsi que son magasin central des imprimés en structure intégralement métallique, révolutionnaire pour l'époque. Mais vous avez certainement mal au crâne à présent, ou peut-être est-ce seulement moi, je ne sais pas. Et on va terminer sur une réflexion plutôt curieuse. Si vous êtes attentif aux dates, vous aurez remarqué que j'ai un peu filouté, sans vous mentir pour autant bien sûr. La cour vitrée du Palais des Études de Duban est inaugurée en 1863, l'église Saint-Eugène de Boileau en 1855, l'église Saint-Augustin de Baltard en 1871, et la bibliothèque Sainte-Geneviève de Labrouste en 1851. Et oui, s'il était nécessaire que je vous expose des réalisations postérieures pour vous montrer comment Labrouste a réussi là où les autres pédalaient dans la semoule, c'est bien parce que le bougre était en avance sur son temps. Très en avance même. Il faudra peut-être attendre les précurseurs de l'Art Nouveau pour retrouver une telle harmonie de forme et de fond dans la synthèse entre pierre et fer. Et c'est d'avoir été le premier à saisir au vol l'esprit d'une époque qu'on appelle être avant-gardiste. Et le premier avant-gardiste de l'histoire de l'architecture est peut-être Henri Labrouste. En 2011, Martin Scorsese sort un très joli film, Hugo Cabret, qui est un émouvant hommage au cinéma d'avant-garde. Il raconte l'histoire de 2 enfants qui découvrent la véritable identité de Georges Méliès. Celui-là même qui réussit la synthèse des arts de la prestidigitation et de la technique du cinématographe, pour devenir le tout premier réalisateur de films fantastiques de l'histoire du cinéma.
Après des échecs qui lui coûtèrent sa carrière, il retrouve la dignité et la reconnaissance de ses pairs grâce aux 2 enfants. Et pour découvrir la vérité, ces derniers vont devoir exhumer un savoir oublié dans l'armoire d'une vieille bibliothèque de pierre et de fer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous pensez qu'une chaîne de vulgarisation sur l'architecture, bien ça a sa place sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager la vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me faire un don sur Utip ou sur Tipeee, ça aidera grandement à l'élaboration de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire d'architecture.